Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. L'intro d'aujourd'hui va être un peu différente car aujourd'hui nous allons parler des sectes et c'est une vidéo qui va être très longue. Alors je vous ai proposé plus haut de faire 2 épisodes. Donc aujourd'hui on va faire le premier épisode. Alors n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. Pour rappel, une secte est une communauté de personnes qui suivent avec fermeté une même idéologie, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit philosophique ou un peu plus rarement politique. Les premières sectes sont apparues aux environs de l'Antiquité et au fur et à mesure du temps et des années, elles ont été connues de plus en plus par le monde. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les sectes les plus médiatisées qui ont commis des crimes ou qui ont été très problématiques. Cette secte américaine est créée en 1955 par Jim Jones. Elle était affiliée à l'église protestante des Disciples du Christ. La secte s'installe d'abord en Californie, puis va déménager à San Francisco. Dans toutes les villes que Jim Jones fait, il va recruter des personnes de tous horizons. Il va commencer d'abord par des familles blanches, puis va se tourner vers des étudiants blancs utopistes. Puis après un appel divin et une prophétie, il va se tourner vers des minorités comme des personnes noires, toxicomanes ou anciens toxicomanes. Pour pouvoir recruter beaucoup plus de personnes, Jim Jones va créer au sein même de la secte un centre de désintoxication pour vraiment ouvrir à plus de personnes. En 1974, la secte fait l'achat de terres au Guyana. Elles vont servir de terre agricole pour la communauté et elle s'appellera Johnstown. Le 1er août 1977, Jim Jones et ses fidèles vont s'y installer pour fuir une mauvaise réputation de la secte. Jim Jones va mettre dans la tête de ses fidèles que la CIA, le FBI et tout ce qui s'ensuit les persécute et que si une personne ou des personnes veulent quitter la communauté, ils seront arrêtés et emprisonnés. Le 18 novembre 1978, un membre du Congrès américain, Léo R., vient rendre visite à la communauté suite à des plaintes de familles de fidèles contre la secte. Quelques heures après sa visite, Léo R. repart et se rend à l'aéroport. En arrivant à l'aéroport de Guyana, une fusillade éclate et Léo R. sera assassiné. Le soir même, Jim Jones force ses fidèles à se donner la mort en buvant un cocktail caustique à base de cyanure de potassium. Puis, après avoir bu ce cocktail, d'autres fidèles vont s'assurer qu'ils sont bien morts et vont leur tirer des balles pour s'assurer de leur mort. Alors, 910 personnes vont boire ce cocktail. Ce qui est affreux dans cette histoire, c'est que Jim Jones va obliger les parents à faire boire leurs enfants avant de eux se donner à mort, car évidemment, les premières personnes vers lesquelles vous allez vous tourner naturellement sont vos parents. Ces enfants faisaient confiance à 100% à leurs parents et du coup, ils ont bu ce cocktail et ils sont décédés. Pour tous ceux qui refusaient de boire ce cocktail, ils sont évidemment abattus par d'autres fidèles un peu plus même très fidèle à Jim Jones. Et pendant que les fidèles boivent, Jim Jones va improviser un discours où il va dire à ses fidèles: on se retrouve de l'autre côté, je vous attends, vous inquiétez pas. Alors en soi, la secte n'a jamais commis de meurtre en dehors de la secte, en dehors du groupe. Elle n'a pas commis de crime, elle n'a pas commis de méfaits. Euh, c'est le côté vraiment paranoïaque de Jim Jones qui va faire plonger la secte, va faire plonger le groupe euh, dans l'horreur. Quand Léo R est venu au Guyana pour rendre visite à la secte, pour voir comment ça se passait, pour voir si tout allait bien, Jim Jones, il a complètement pété un câble et il s'est senti en danger. Il s'est dit dans sa tête que la secte n'avait plus de moyens de retour et du coup, il l'a fait assassiner alors qu'en soi,
Ils étaient surveillés, il fallait que quelqu'un vienne pour, enquêter par rapport aux plaintes, mais en soi, il y avait, rien d'autre et du coup, Jim Jones, pour pas avoir de poursuites judiciaires par rapport à ce crime, parce qu'il a quand même tué un membre du Congrès américain, il a préféré se donner la mort et entraîner tous ses fidèles avec lui. Après ce suicide collectif, une vingtaine de personnes ont réussi à s'en sortir et ils vont parler des conditions de vie, ils vont parler, des règles de la vie en communauté et au final, on se rend compte que c'était une secte, on va dire «passable», que tout allait bien, on va dire entre guillemets. Il n'y avait pas de choses alarmantes comme certaines sectes dont je vais vous parler plus tard. En 1981, David Koresh rejoint les Davidiens qui se sont établis à Waco. C'est une secte qui est née d'un mariage avec l'église du septième jour et une autre secte. En 1983, il proclame avoir un don de prophétie. Et dans la même année, il va commencer une aventure amoureuse avec Lois Roden, la leader du groupe. Lois accepte que Koresh enseigne en son nom à la communauté. Sauf que George Roden, le fils de Loïs, voit d'un très mauvais œil l'arrivée et surtout l'ascension de Koresh au sein des Davidiens, car normalement, au décès de sa mère, il va prendre la tête des Davidiens. Du coup, par peur, il demande à Koresh de partir. Les armes à la main, évidemment, parce que du coup, il n'est pas très courageux. Il va demander de partir à Koresh, ce que David Koresh va faire, et avec lui, il va emporter 25 fidèles. Et il va s'installer à quelques kilomètres des Davidiens, et pendant 2 ans, il va commencer à prêcher des bonnes paroles. David Koresh était connu pour être un homme fidèle et monogame, et depuis qu'il prêche avec ses fidèles, il prône la polygamie. Et clairement, il estime que 140 femmes lui sont destinées, 60 en tant que reine et 80 en tant que concubine. En 1984, il épouse Rachel qui a 14 ans. Lui, il en a 25. Elle restera sa seule et unique épouse légitime, j'ai bien dit légitime, parce que suite à ça, il va épouser Karen, évidemment 14 ans aussi, qui sera sa seconde femme. Il fait de la polygamie sa nouvelle doctrine pour avoir des relations sexuelles avec des mineurs sans souffrir de culpabilité. Lois Roden décède en 1986 et George Roden prend la tête des Davidiens. Fin 1987, George Roden galère à conserver une grande autorité sur le restant des Davidiens parce que Koresh, à côté, faut pas l'oublier, il est qu'à quelques kilomètres de Waco et lui, il prêche la polygamie, il prêche sortir avec des jeunes filles, très très jeunes filles. Donc, ça attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont prêter allégeance à Koresh. Et puis, Koresh, il veut reprendre les Davidiens. Il a envie, vraiment, il veut mettre un nom sur sa communauté et du coup, il va se rendre à Waco. Et les armes à la main, il va essayer de déloger George Roden. Sauf que ça se passe pas comme il veut. Donc, il y a un petit combat qui se met en place. Puis finalement, ils vont faire un duel à mort entre Koresh et George Roden. Et évidemment, vous l'avez compris, c'est Koresh qui va gagner et qui va prendre la place de George et qui va être à la tête des Davidiens. Et depuis que Koresh a pris la place de George, il y a énormément de fidèles qui a rejoint les Davidiens. Vraiment, c'est énorme en si peu de temps. Et du coup, rapidement, le FBI, l'ATF, la CIA les surveillent de très près parce que c'est quand même assez étrange que on connaissait les Davidiens, c'était une secte assez cool, assez classique, mais là, il y a beaucoup de monde et il y a des choses que l'ATF, surtout l'ATF, va surveiller. Et le 28 février 1993, des agents de l'ATF et du FBI se présentent à Waco avec un mandat de perquisition. La secte a acheté des armes illégalement, donc ils vont se présenter pour comprendre et puis saisir surtout ces armes. Les Davidiens vont pas du tout se laisser faire et un siège va débuter. Ce siège va durer 51 jours. C'est énorme. C'est vraiment 51 jours à se tirer dessus non-stop, jour, nuit, pas le temps de se reposer. Et ce siège va se terminer par un mystérieux incendie. On ne sait pas qui l'a déclenché.
On ne sait pas si c'est l'ATF, le FBI ou si c'est les Davidiens. Le bilan de ce siège est de 82 morts, dont le leader de la secte, David Koresh, et malheureusement 23 enfants. Le bilan est très lourd. David Koresh sera retrouvé avec plusieurs balles dans la tête à bout touchant. Ce n'est pas lui qui s'est suicidé, il ne s'est pas donné la mort, et du coup, sa mort est très controversée. Le reste de Davidiens qui ont survécu disent que c'est vraiment le FBI et l'ATF qui l'ont assassiné. Mais j'ai pas trouvé plus de détails sur sa mort. Depuis, la secte est complètement éteinte. Depuis que Koresh est décédé, on n'a pas de nouvelles. En 1967, à 32 ans, Charles Manson fonde une communauté de hippies qu'il va appeler soit la Manson Family, soit la famille Manson. Il se présente comme la réincarnation du Christ et la communauté est composée essentiellement de femmes qui peut aller au début de 9 membres à plus de 20 personnes. Les femmes étaient vraiment en adoration envers Charles Manson. Le groupe emménage dans plusieurs ranchs. Le plus connu de ces ranchs est le Spahn Ranch près de Los Angeles. La Manson Family vit de vols, de trafic de drogue, de pillage. Et d'ailleurs, le groupe est surnommé par les voisins les éboueurs, parce que les membres de la famille fouillaient les poubelles pour trouver de la nourriture pour la communauté. Manson va créer une folle théorie, une folle prophétie en mélangeant les textes de la Bible et des chansons des Beatles. Selon Manson, alors je ne sais pas trop comment expliquer ça, les personnes noires allaient bientôt diriger les personnes blanches, puis ils vont se retourner vers Manson pour que Manson dirige ces personnes noires. Et du coup, Manson va utiliser le nom de Helter Skelter pour nommer cette prophétie. Il va dire que cette guerre va débuter vers 1969 à peu près, et lorsqu'en 1969 rien ne se passe, et ben Manson il va jouer avec le destin et il va essayer de provoquer cette guerre en pillant, en tuant des célébrités blanches de Los Angeles, et surtout, il fait ses méfaits, il va écrire sur les portes Helter Skelter ou d'autres noms, puis il va signer pour que les personnes pensent que c'est la communauté afro-américaine qui a fait ces meurtres ou ces délits. Le 9 août 1969, Charles Manson demande à quelques membres de sa communauté de commettre un nouveau meurtre, et celui-ci a été très médiatisé, et encore aujourd'hui, il est encore médiatisé, et je suis sûre que vous le connaissez. Il y a eu beaucoup, beaucoup de films qui ont été faits par rapport à cette histoire. Très récemment, en 2019, le film Once Upon a Time de Quentin Tarantino est sorti et on peut retrouver dans ce film une petite partie de l'histoire de ce meurtre. Et je vous mettrai tous les liens en description de tous les films concernant Charles Manson. Donc il demande à Tex, Patricia, Suzanne et Linda de se rendre au 1050 Cielo Drive dans la maison du réalisateur Roman Polanski et de sa femme actrice Sharon Tate. Le couple Polanski-Tate viennent d'emménager dans cette villa. Ils viennent d'acheter la maison au producteur de musique Terry Melcher. Et du coup, la communauté vient pour se venger de Melchior qui n'aurait pas voulu signer Charles Manson pour un album. Sauf qu'ils ne sont pas du tout au courant que Terry Melchior a déménagé et que maintenant c'est le couple Polanski-Tate qui habite cette maison. À l'intérieur de la villa se trouve Sharon Tate, enceinte de 8 mois. Elle se trouve avec des amis. Il y a Jay Sebring, le célèbre coiffeur des stars, Wojciech Frykowski, un producteur, et Abigail Folger, l'héritière des cafés Folger. Roman Polanski n'est pas présent ce soir-là car il est en tournage à Londres. Dans le pavillon annexe se trouve le gardien de la villa, William Gereston, qui invitait un ami, Steven Parent. Tous les occupants sont abattus froidement et surtout ignoblement, sauf le gardien, qui avait mis la musique beaucoup trop forte pour entendre les cris des victimes. Il sera le seul survivant. Ce qui est horrible, c'est qu'il faut se dire que Sharon Tate était enceinte et que personne, à part le gardien, n'ait survécu. Le mot pig, cochon, va être marqué
avec le sang de Sharon Tate sur la porte d'entrée. Linda, qui faisait le guet à ce moment-là, va obtenir l'immunité parce qu'elle va parler de ce qui se passe, qui se passait, pourquoi ils ont fait ça, et vraiment, enfin, elle va dénoncer la secte. Et contre ça, elle va avoir l'immunité totale. Le procès de la Manson Family sera le plus long et le plus cher que les États-Unis aient connu à l'époque. Aujourd'hui, le procès de O.J. Simpson a détrôné le procès de Manson. Bien que Charles Manson n'ait jamais été sur les lieux du crime, sur les lieux des meurtres, il a été condamné pour avoir incité ses membres à commettre des actes infâmes. Et du coup, il sera condamné à la peine de mort en 1971. En 2017, Manson va décéder d'une longue et douloureuse maladie à l'âge de 83 ans. Et tant mieux. Bon, comment vous expliquer que j'ai complètement oublié de faire mon outro, donc je vais vous la faire comme ça. Donc voici comment se termine la première partie de cette longue vidéo sur les sectes. La deuxième partie arrivera dans quelques semaines, mais ne vous inquiétez pas, entre-temps, je vous ferai quelques petites vidéos assez courtes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines affaires. Donc la prochaine affaire, ça sera soit la deuxième partie sur les sectes, soit ça sera un stray d'horreur. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.